Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sentiment que vous avez peut-être déjà tous eu. Je vais parler du syndrome de l'imposteur. Mais là, en arrivant, vraiment, je me suis dit, mais je suis un baltringue, je suis un gros connard. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est avoir ce sentiment qu'on n'est absolument pas à sa place, qu'en fait on est là où on est par pure chance, et que en fait les gens vont s'en rendre compte rapidement et que on va vite se rendre compte que en fait on est complètement un imposteur. Quand je vous dis ça, c'est que en fait j'ai vraiment pris conscience que j'étais dans un endroit vraiment exceptionnel sur le plan de la recherche, avec beaucoup de sous pour faire la recherche et autour de moi des gens qui étaient vraiment très intelligents et qui arrivaient à faire de la recherche de très haut niveau. Et c'est vrai qu'en arrivant le premier mois, j'ai vraiment eu l'impression de pas être à ma place. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, en quittant la France, j'étais pas forcément dans le meilleur état d'esprit possible. J'ai eu beaucoup de difficultés professionnelles quand j'étais à Lyon, notamment lors de ma dernière année en tant que chef de clinique. Et du coup, j'avais un manque complet de confiance en moi, ce qui était pas arrivé depuis très longtemps. Et surtout, une grosse crise de vocation. Je me demandais vraiment si je voulais faire une carrière hospitalo-universitaire, après avoir été quand même assez maltraité psychologiquement durant pas mal d'années. Du coup, je me suis demandé si cette carrière était faite pour moi. En fait, je me suis même demandé pourquoi faire cette carrière réellement, alors que honnêtement, c'était une carrière que j'ai toujours voulu faire. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours dit aux gens, et je crois que j'ai toujours pensé et voulu être prof à la fac de médecine, prof dans le sens enseigner, et faire de la recherche. En plus de mon métier de médecin, et vraiment, le début de mon internat et le début de mon clinica, j'étais vraiment très motivé pour toutes les tâches qu'on m'a donné à faire, et vraiment, j'avais aucun doute par rapport à ça. Et puis, on découvre l'arrière-boutique de l'hôpital, on découvre les guerres d'ego, les guerres de pouvoir, la complète cruauté intellectuelle que représente cette carrière parfois par l'injustice qui nous est imposée. Je dirais, c'est pas une carrière qui se fabrique encore au mérite, mais plutôt à notre capacité à être résilient et à encaisser les coups, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de candidats qui s'en vont à cause de ça. Honnêtement, j'ai croisé des gens qui étaient extrêmement bienveillants, mais aussi des gens qui étaient particulièrement toxiques et malveillants. Et donc, c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte, j'ai traversé une crise de confiance terrible, où j'ai vraiment cru que j'allais tout arrêter. Ce qui m'a permis de tenir jusqu'à la fin de mon contrat, c'était la création de cette chaîne YouTube et de l'aventure Dock'n'Roll, ce qui m'a permis aussi de me dire que voilà, j'aime bien l'enseignement, la vulgarisation, de la transmission du savoir, et aussi des gens qui font cette carrière et qui sont pour moi des exemples d'inspiration. Pour n'en citer qu'un, je parle du professeur Geek par exemple, qui m'a beaucoup aidé dans ses réflexions, et puis des gens autour de moi dans mon entourage direct qui m'ont aussi permis d'affronter cette grosse crise de confiance que je souhaite à personne, mais qui malheureusement, j'ai l'impression, est un petit peu obligatoire dans cette carrière, à un moment où on se demande si vraiment le jeu en vaut la chandelle. À ce moment-là, juste avant de partir en postdoc, j'étais plus du tout motivé par la recherche, j'avais plus du tout envie d'écrire, de revoir mes papiers, j'ai toujours aimé architecturer les papiers, voir le papier progresser en écriture, faire des figures, les articuler. Processus de soumission, bien que ce soit un petit peu pénible, ça m'a jamais vraiment posé trop de soucis. En tout cas, j'ai jamais trouvé ça horrible. Et vraiment, petit à petit, mon clinica a progressé, je me suis complètement désintéressé de tout ça, et des fois, j'avais vraiment envie de rien faire de mes journées. J'avais plus du tout envie de faire de la recherche, j'étais plus passionné, plus motivé par ça. L'enseignement, c'était encore une des rares choses qui me donnait envie de continuer. Le contact avec les étudiants, après avec le Covid, c'est vrai que c'était du distanciel et il y avait beaucoup moins de cours, donc c'était un petit peu différent. Et puis même mon métier de médecin me passionnait pas plus que ça. Je faisais vraiment les choses avec beaucoup de difficultés, et j'étais vraiment en lutte pour ne pas m'arrêter. J'ai pas vraiment parlé de ça à énormément de gens. Je sais qu'il y a
entourage proche qui était au courant. Et c'est vrai que ça a été une expérience extrêmement douloureuse et je peux même dire que ouais, j'étais carrément en burn-out. Burn-out d'un système qui n'a aucune pitié par rapport aux humains parfois, dans lequel en fait on est utilisé pour des égos personnels et en fait quand on veut essayer de faire changer un peu les choses, essayer de progresser, on se rend compte qu'on dérange. Du coup j'ai pendant plusieurs années fait un gros travail sur moi-même pour essayer de me dire que effectivement je devais changer parce que bah voilà, peut-être que j'étais trop agressif, que j'étais pas clair dans mes intentions et qu'à chaque fois énormément de reproches m'ont été faits sur ma personnalité, ce qui a permis quand même de changer 2-3 trucs, je pense, qui m'ont bien aidé, mais à force de voir que les choses ne changeaient pas et à force d'être toujours le seul à vouloir aller de l'avant dans le dialogue, je me suis un peu épuisé. Et quand j'ai perdu la confiance de mes pairs, en tout cas de la personne qui devait être mon mentor, et quand j'ai perdu confiance en lui aussi, je pense que là ça a été le début, de la descente, pas aux enfers, mais en tout cas dans une nébuleuse psychique assez douloureuse. Et franchement, je pense que si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est d'en parler et surtout de crever l'abcès en fait. Et de vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible et que si vous envisagez une carrière comme la carrière hospitalo-universitaire, si vous êtes motivé, si vous apportez une plus-value, il y a plein de gens qui sont prêts à vous accueillir à bras ouverts et j'espère que mon projet professionnel ira à terme. Je vous en parlerai quand ce sera vraiment concret, mais en tout cas j'ai découvert que des gens pouvaient être intéressés et avoir envie de travailler avec moi pour ce que je faisais et ne plus avoir cette espèce de poids de la politique et de l'ego surdimensionné de certains au-dessus de moi et qui sont un vrai frein à l'épanouissement personnel. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, je suis arrivé aux États-Unis, c'était vraiment qui tout double, quoi. Je me suis fait violence, puisque c'est un projet que je préparais depuis longtemps, où on avait beaucoup donné, beaucoup sacrifié, en tout cas beaucoup planifié autour de ce projet, et ça paraissait complètement délirant et démesuré de ne pas le faire. Mais je vous avoue quand même que j'ai beaucoup hésité, jusqu'au dernier moment, à me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est pas une bêtise de partir aussi loin, de tout laisser, de s'isoler dans une période un peu difficile qu'est le Covid pour peut-être faire quelque chose qui va pas me plaire? Parce que vraiment à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que tout ça était une erreur en fait. Et j'avoue que le premier mois était difficile ici. Beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, aussi lâcher la pression, redescendre en pression, bien avoir les idées claires sur ce que je voulais faire après. Et en fait, ce sentiment dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui est le sentiment d'être un imposteur. Le sentiment d'être un imposteur, c'est-à-dire arriver dans un milieu où on a l'impression qu'on est complètement nul en fait, et qu'on n'a rien à faire là, et que les gens vont s'en rendre compte. Ça m'avait déjà fait ça dans mes premiers cours de chef de clinique en amphi, où on arrive devant un amphi de 500 personnes et on doit propager la bonne parole de sa spécialité, répondre aux questions, être très performant. Enfin ça c'est ce qu'on croit. On a vraiment cette impression que les gens ne nous prennent pas au sérieux, qu'on va pas nous prendre au sérieux et que finalement on va être complètement ridicule. C'est vraiment le sentiment qu'on n'est pas à notre place et que de toute façon ça va se voir. C'est vrai que ce sentiment dans les premiers cours de chef de clinique, c'est vite estompé parce que je trouve que les étudiants sont quand même globalement bienveillants. Enfin, en gros, si on se fout pas trop de leur gueule et qu'on n'est pas trop condescendant, ils comprennent tout à fait nos limites intellectuelles aussi. Et ils sont plutôt sympas, bien que certains sont très exigeants et je remets pas ça en question. J'étais moi-même un étudiant plutôt exigeant et je trouve ça plutôt motivant quand on est enseignant d'avoir en face de nous un auditoire qui exige de la qualité. Mais là, en arrivant, vraiment, je me suis dit, mais je suis un baltringue, ça fait... J'ai passé péniblement ma thèse de sciences en février 2020. Vraiment, j'avais bossé pour. La thèse était pas du tout une thèse au raccro, enfin en tout cas je pense pas. Mais depuis ma thèse de sciences en février, j'avais pas touché, j'étais pas retourné au labo vraiment, j'avais pas manipé, j'avais prévu de me former à la biologie moléculaire avant de partir pour ne pas arriver en étant complètement naïf de tout ça, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Je voulais arriver avec un petit peu des billes en termes de données, ce que j'ai pas du tout eu le temps de faire. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'on m'en laissait pas le temps, et deuxièmement parce que je me suis complètement démotivé, comme je vous ai dit. Et du coup, je suis arrivé là avec un espèce de retour de boomerang en me disant, mais en fait, les gens autour de toi sont
tellement beaucoup plus brillant que toi, tu vas jamais y arriver. Et je suis arrivé dans un milieu où, comme je vous disais, on est très autonome. Et du coup, moi, il fallait que je me remette dans tout ça. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais pas à ma place et que les gens allaient le voir. C'était difficile un peu au début. Et en fait, je me suis rendu compte que là où je travaillais, où la bienveillance n'était pas forcément toujours de mise. Alors je dis ça, je sais pas si certains de mes anciens collègues regarderont cette vidéo, mais certains d'entre eux, et ils se reconnaîtront, ont été extrêmement bienveillants avec moi. Et je les en remercie. Mais en tout cas, ici, j'ai découvert un milieu où il y avait vraiment énormément de bienveillance et d'entraide, et où les gens étaient prêts à nous aider, à nous montrer, à prendre de leur temps, parce que je pense que eux aussi, quand ils sont arrivés, ils ont eu ce sentiment. Ce sentiment, il est normal. Il est normal, et quel que soit le niveau des gens que vous allez croiser, et vous dites, mais quelle assurance, quelle classe, les résultats sont super, un chercheur incroyable, un médecin incroyable, un enseignant incroyable. Tout le monde a au moins une fois dans sa vie eu ce sentiment de ne pas être à sa place. Le premier jour de son internat, le premier jour de son clinica, sa première consultation, son premier cours. Donc tout ça, c'est un sentiment tout à fait légitime et en fait, je me rends compte que c'est un sentiment qui est sain, même si c'est pas très agréable. Mais c'est sain de se dire, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Ça vous questionne sur vos limites. Et quand vous les connaissez, vos limites, vous pouvez faire de grandes choses parce qu'au moins, vous pouvez les appréhender beaucoup plus facilement. Quelqu'un qui connaît pas ses limites, qui est incontrôlable par rapport à ça, va être peut-être un peu dangereux. Mais vous, si vous connaissez vos limites, ça va vous aider. Par contre, il faut pas non plus trop s'inhiber et il faut pas non plus se sous-estimer et se dire que en fait, ce sentiment est vrai et qu'on est vraiment nul et qu'on n'y arrivera jamais et rentrer dans cette spirale. C'est logique de se dire, attends, est-ce que je suis vraiment à ma place? Quand on intègre un milieu comme celui-ci, ou en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir eu une chance incroyable de pouvoir intégrer un laboratoire aussi prestigieux, en tout cas au vu des résultats et des publications de ce laboratoire. Et c'est logique à un moment donné de se dire, peut-être qu'en fait, je n'aurais jamais dû être là. Mais n'oubliez pas quand même que si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même un peu une raison et que ça peut pas non plus être que dû au hasard. Donc ça a été difficile, ce sentiment d'être un imposteur avec tout ce que je vous ai raconté sur l'état d'esprit dans lequel je suis arrivé, je l'ai ressenti vraiment beaucoup plus fortement que quand j'ai fait mon premier cours en tant que chef de clinique. Et du coup, ouais, c'est assez violent et je peux comprendre les gens qui ont peu de confiance en eux, qui ressentent ce syndrome-là, ça peut vraiment vous inhiber. Mais en fait, je me suis rendu compte que la recherche, c'est super cool, que c'est vraiment motivant et c'est vraiment intellectuellement passionnant de faire les manips. Parfois, c'est frustrant, mais c'est tellement plaisant d'avoir des bons résultats, c'est tellement plaisant de découvrir des choses, d'émettre des hypothèses, de travailler dans ces conditions. J'ai vraiment redécouvert ce que j'avais découvert en Master 2. J'engage tous ceux qui sont en médecine, qui sont internes, de ne pas avoir peur de faire un Master 2, de ne pas avoir peur de prendre un an de plus pour faire de la recherche. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, ça a été une vraie révélation et je pense que ce qui joue beaucoup, c'est l'environnement dans lequel vous allez le faire, la bienveillance des gens qui vont vous entourer. Mais globalement, j'ai vraiment découvert la recherche et j'avais vraiment ce sentiment. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais quand la journée était finie, j'avais vraiment hâte que la prochaine commence. Et quand le week-end arrivait, j'étais vraiment presque triste que la semaine soit déjà terminée. Là, j'ai pas retrouvé ça à 100%. J'ai maintenant une famille et donc je peux pas non plus me lever à 5h et rentrer tous les soirs à 21h. Mais en fait, là, par exemple, je tourne cette vidéo un dimanche soir et en fait, demain c'est lundi et je suis très content d'y retourner, quoi. J'ai retrouvé cette motivation dans la recherche, ce qui m'a donné aussi beaucoup d'énergie, un peu de temps et de disponibilité intellectuelle pour développer un peu plus la chaîne, proposer un peu plus de contenu. Et donc vraiment, ça a été une redécouverte de ce qui était vraiment ma vocation. Et ce syndrome de l'imposteur, en fait, il me poursuit quand même. C'est pas fini. J'ai toujours quand même l'impression d'être un imposteur et que ce que je fais est probablement en dessous du niveau de mes collègues. Mais je le fais avec plaisir et j'espère pouvoir en ressortir quelque chose de cool. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours des nouvelles techniques, j'apprends tous les jours des nouvelles façons de faire, et c'est hyper enrichissant. Rien que pour ça, je regrette pas d'être venu ici. Évidemment, c'est une expérience de vie incroyable d'être à l'étranger, et surtout de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. C'est vraiment un temps, la mobilité, je pense, dans la carrière hospitalo-universitaire ou même dans sa carrière professionnelle, qui permet de faire un peu reset, de s'extraire de son milieu professionnel habituel et de se redécouvrir dans un nouveau milieu dans lequel on va apprendre, on est là pour vraiment apprendre et se poser en fait. Se poser, réfléchir à ce qu'on veut vraiment et comment on veut le faire. Et j'avoue que c'est vraiment, je pense, si vous avez l'occasion de faire ça,
faites-le. Alors est-ce que ce sera pour un postdoc de recherche? Est-ce que ce sera pour travailler dans un hôpital ailleurs? Est-ce que ce sera simplement pour voyager? Mais prenez le temps de vous extraire de votre milieu professionnel et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et je pense que c'est vraiment bénéfique à tout le monde. Et je pense que quand je reviendrai, je sais exactement ce que je veux. Enfin, je sais exactement ce que je veux. Je sais à peu près ce que je veux, mais en tout cas, je suis sûr de ce que je ne veux pas. Et je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu dans ma première expérience professionnelle. Et je pense que je ne veux pas faire vivre ça à personne. Donc si un jour je suis en charge et que je suis un gros connard, j'espère qu'il y aura des gens qui me le diront et qui me rappelleront et qui me mettront dans la gueule les vidéos que j'ai faites quand j'étais plus jeune pour me dire « Tu te souviens ce que t'as dit ?» Ce serait bien que tu le respectes. Voilà, donc en tout cas, petit message aussi pour dire de prendre soin de vous. Il y a beaucoup de suicides dans nos professions. Il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire, beaucoup de gens qui sont dépressifs, qui sont en burn-out, des étudiants qui sont en difficulté, qui se mettent beaucoup de pression. Prenez du recul par rapport à tout ça. Ça arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à plein de gens. Vous trouverez toujours quelque chose pour rebondir. Et si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, changez, ou en tout cas prenez du recul et réfléchissez vraiment si c'est ce que vous voulez faire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et n'en soyez pas honteux, parlez-en autour de vous. Voilà, et bien à bientôt pour une autre vidéo.